Bonjour à tous, les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir pour le webinaire La réalité virtuelle au service de la formation technique. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, nous allons parler la réalité virtuelle au service de la formation technique. Plus qu'une simple attraction, la réalité virtuelle est devenue un outil aux applications multiples. En effet, elle offre une infinité de possibilités, permettant notamment de gagner un temps précieux dans la formation, la qualification ou la recherche d'emploi. Grâce à l'utilisation de dispositifs innovants, l'apprenant devient ainsi acteur de n'importe quelle situation professionnelle. Mais pour qu'elle soit efficace, il est important de réfléchir à son utilisation pédagogique. Dans cette conférence en ligne, la réalité virtuelle est abordée dans un contexte industriel et scientifique. En effet, c'est désormais un élément clé de l'usine numérique complète. Les entreprises ont donc besoin de mettre en place des systèmes innovants et de nouveaux usages apparaissent. Comment la technologie et les scientifiques se sont adaptés? Comment répondre à toutes les problématiques d'expérience utilisateur? En cette période inédite de confinement, cette période en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par Indira Touvenin, professeure et chercheuse à l'Université de technologie de Compiègne. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous poser toutes questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Madame Touvenin, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction et bienvenue sur cette conférence où je vais aborder la réalité virtuelle pour la formation technique et les dernières innovations, les évolutions. En gros, la réalité virtuelle aujourd'hui, elle est répandue dans l'industrie et vers quel type d'innovation et vers quelles applications allons-nous? Alors cette abstraction, elle a commencé il y a bien longtemps, puisqu'on est passé de systèmes réels avec des manipulations qui permettent à des techniciens, des ingénieurs, des experts, mais aussi des novices, d'utiliser des systèmes de plus en plus complexes. Et on observe avec le temps que ces systèmes évoluent, la technologie évolue, mais la formation, elle, n'est pas toujours au rendez-vous, dans le sens où les opérateurs arrivent sur des machines qui sont de plus en plus sophistiquées, avec parfois 80 paramètres à maîtriser. Et comment passer ensuite à une utilisation de façon rapide, efficace, en conservant des bons critères de sécurité et de qualité, et en utilisant finalement cette virtualisation. Donc vous voyez sur l'image de droite un système robotique, dit système haptique, qui permet de manipuler une maquette virtuelle. Cette maquette virtuelle reproduit la réalité, c'est maintenant quelque chose de très connu en CAO, et les systèmes haptiques aussi sont très connus en réalité virtuelle afin de pouvoir toucher des objets virtuels et les manipuler. Alors si on regarde bien ces technologies, aujourd'hui, on a plutôt le terme de réalité mixte qui arrive, c'est-à-dire qu'on va passer du monde réel au monde numérique avec tout un continuum. Alors, de l'environnement réel, on peut avoir des interfaces tangibles, c'est-à-dire des interfaces qui nous permettent de toucher des objets réels, par exemple un architecte qui va utiliser des cubes qui représentent des bâtiments. On peut aller aussi vers la réalité augmentée et être en contact avec ce monde réel tout en ayant des augmentations. Et puis après, on se coupe complètement du réel, on va dans la réalité virtuelle avec soit des systèmes dits périphériques, donc la salle immersive dans laquelle on va être immergé complètement, tout le corps est immergé dans l'environnement virtuel, ou alors ce qui est extrêmement connu aujourd'hui, le casque ou HMD pour Head Mounted Display, le casque de réalité virtuelle qui depuis 2014 date à laquelle Facebook a racheté Oculus. Le casque est maintenant extrêmement répandu et on assiste à une démocratisation de la réalité virtuelle par le moyen de ces interfaces.
Et enfin, on arrive à la future réalité virtuelle. Donc ça, c'est la réalité virtuelle dite centrale, c'est-à-dire qu'on pourra directement plugger. Alors j'espère que je ne vous fais pas trop peur, mais c'est quand même des recherches qui existent. On pourra plugger directement les environnements virtuels dans le cerveau et on pourra commander les environnements virtuels par le cerveau comme ce qui est déjà utilisé, les BCI, les Brain Computer Interface. Alors avec tout ce continuum finalement, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quelles sont les applications concrètes et sur quoi pouvons-nous vraiment compter? Alors, en 61, on avait déjà un premier dispositif de création graphique interactif. Et je vous ai parlé des casques, mais ça n'est pas nouveau les casques en fait. Si vous regardez sur l'image de droite, un des premiers casques qui a été réalisé en 1982, c'était un casque à base d'écran CRT, le Darth Vader. Et bien évidemment, à cette époque, c'était les premiers balbutiements pour ces interfaces. Bon, évidemment, c'était très lourd, c'était inconfortable, et puis c'était socialement non acceptable. Alors, on peut s'intéresser à ce qui se fait aujourd'hui en 2020 avec la maquette virtuelle et ce que l'on appelle immersive training, c'est-à-dire que on va directement dans l'environnement virtuel, non pas pour l'effet, on va dire, gadget, la maquette virtuelle, etc., mais on a vraiment aujourd'hui des techniques pédagogiques qui permettent d'aller de plus en plus loin dans la compréhension d'une usine virtuelle, dans la compréhension des systèmes, et qui permet également de mieux comprendre finalement comment on va pouvoir aider les opérateurs à rapidement rentrer dans des process complexes. Alors, je vais définir les concepts importants rapidement, plutôt que de vous donner tout de suite les applications, parce que je ne sais pas bien qui a l'habitude de ces systèmes. Alors, peut-être qu'on pourrait faire un petit sondage. Donc, sondage, qui a déjà utilisé un casque de réalité virtuelle? Alors là, je vois que le sondage va fonctionner. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous entendez le... Si, alors on a des oui, non, moi, jamais. Est-ce qu'on a un nombre de jamais, par exemple? Ça m'intéresse. On a une grosse part de oui et de jamais. D'accord, ok. Alors, ça c'est très important parce que la notion d'immersion, c'est le fait que vous êtes vraiment plongé dans l'environnement. Alors, ce que vous voyez là comme image, c'est quelqu'un qui est dans une salle complète de réalité virtuelle. On appelle ça un cave, c'est-à-dire qu'on va projeter sur toutes les faces de la salle virtuelle l'environnement virtuel. Vous imaginez, vous êtes dans un jeu vidéo, en gros, dans lequel vous pouvez interagir, vous déplacer, manipuler des objets. Mais là, cette fois, c'est tout votre corps qui est immergé. Et ça existe dans l'industrie, ça existe dans les laboratoires de recherche. C'est très coûteux, donc c'est pour ça que c'est pas encore très très répandu, mais ça permet vraiment de voir des systèmes à l'échelle 1. Voilà. Alors, comment ça fonctionne, ce type de système? Vous avez un utilisateur qui est plongé au milieu d'une salle immersive et il est vu par des caméras optiques en général. Donc, c'est ce qu'on appelle du tracking. Et il va pouvoir interagir librement avec toutes ces interfaces et manipuler dans la maquette virtuelle. Donc, par exemple, se former directement sur un nouveau système, visiter l'intérieur du nouveau prototype d'Airbus, par exemple, ou se familiariser avec la dernière version, par exemple, de l'usine virtuelle dans laquelle il peut se déplacer. Alors, si on revient au casque,
les casques vont permettre de visualiser la maquette virtuelle, cette fois dans un environnement dans lequel vous n'avez pas la salle immersive, mais vous êtes complètement dans l'environnement virtuel. La différence avec ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est que vous ne voyez pas votre propre corps. Donc, quand vous manipulez, vous pouvez utiliser des joysticks, des manettes, mais vous ne voyez pas votre main, votre bras, vous n'avez pas cette sensation d'échelle 1. Vous pouvez être dans des univers qui représentent la réalité, donc qui sont des fidèles reconstructions de modèles existants, mais vous pouvez avoir aussi des environnements qui représentent le futur, la future ville, la future usine, ou alors, pourquoi pas, le passé, un site qui n'existe plus, un site qui est partiellement détruit. Donc ces environnements-là peuvent être visualisés dans ces différents casques avec bien sûr des résolutions différentes. Donc vous avez entendu probablement parler de la Google Cardboard hein, qui est ici. Mais il existe de nombreux casques et tous les constructeurs aujourd'hui se sont intéressés à la fabrication de casques de réalité virtuelle. Alors je définis rapidement aussi la réalité augmentée qui intervient de plus en plus au niveau des formations. Donc la réalité augmentée, c'est vraiment voir de façon plus précise ou avec une perspective différente des systèmes existants. Par exemple, pouvoir visualiser des parties intéressantes. Donc, on voit ici sur un bras robot des parties plus intéressantes avec des annotations et des aides, voire des guides que l'on peut avoir avec des experts à distance. Donc, cette technologie, en fait, superpose des images ou des objets virtuels sur des objets réels. Alors, rapidement, ces avancées vont permettre par exemple, structurer des flux de production, de marcher peut-être dans des environnements virtuels, dans des usines virtuelles, de former directement dans l'usine virtuelle, de positionner des lignes, des robots, de positionner des zones, on va dire, robotiques pour maximiser la production et rendre plus efficaces les process. On va avoir aussi des avancées, par exemple, positionner des lignes de production dans un environnement existant, accéder à des zones complexes, donc pour des questions de maintenance ou de nettoyage. Et puis, on va pouvoir utiliser des scans pour fabriquer rapidement des contenus. Alors, j'en parle pourquoi? Parce que ce sont quand même ces contenus qui vont être importants pour pouvoir obtenir des formations intéressantes. Et fabriquer les contenus, jusque-là, c'était long, c'était coûteux, mais avec les technologies de scan existantes, cela devient de plus en plus faisable. Les revues de projets interactifs se font également en réalité virtuelle et on peut même aller jusqu'à de la modification de la maquette virtuelle avec de la conception immersive. Donc ce que vous voyez en bas à droite, c'est de la conception en réalité virtuelle, de maquette virtuelle, et puis on peut même avoir du retour d'effort sur cette maquette. Alors, quand on va déformer, bien sûr, il va falloir avoir des modèles qui permettent cette déformation et avoir prévu le modèle 3D qui va bien pour pouvoir modifier, par exemple, le mesh hein, de la CAO. Une autre avancée très importante, ça va être la cotation ergonomique et le fait qu'on peut utiliser des outils pour l'ergonomie dans les environnements virtuels. Et donc, former un opérateur, par exemple, à réaliser un certain process sans se mettre en danger, donc là, je parle des TMS, les troubles musculo-squelettiques, eh bien, ça va demander de travailler justement sur une certaine gestuelle. Donc, dans l'image du bas, vous voyez l'avatar de l'opérateur qui va se déplacer, qui va bouger en même temps que l'opérateur. Donc, l'opérateur va piloter son avatar
et va comprendre comment est-ce qu'il peut manipuler la maquette virtuelle sans se blesser et acquérir peu à peu cette compréhension des gestes qu'il doit faire. On a également des possibilités d'avoir des modèles physiques, donc d'aller beaucoup plus loin dans la maquette virtuelle, c'est-à-dire de lui associer quelque chose qui est un peu plus que de la géométrie 3D. Donc, par exemple, des objets réels qui sont augmentés, de l'assemblage, du désassemblage et de la formation à de la manipulation d'objets, soit assistés par de la réalité augmentée, soit directement en réalité virtuelle, comme vous le voyez dans l'image en bas à droite. Donc, tout ceci va simplifier finalement les apprentissages. On peut avoir une possibilité de flexibilité de la visualisation, une modularité dans la maintenance et une aide à la décision avec des environnements collaboratifs, des maquettes partagées et pourquoi pas, on pourrait imaginer une formation qui se fait sur plusieurs sites à la fois avec une centralisation et des maquettes distribuées. Alors certains dans des casques de réalité virtuelle, d'autres sur des systèmes réels mais avec de la réalité augmentée, ou pourquoi pas certains dans des salles immersives. Mais la formation pourrait être très efficace avec ce type de répartition et de distribution finalement de la maquette virtuelle. Alors, une des choses importantes aussi, c'est la traçabilité, c'est-à-dire que toute la formation peut être complètement enregistrée, elle peut être rejouée, donc la personne qui a fait une erreur peut revoir sa session et comprendre ses erreurs avec le formateur. Il y aura probablement un métier, le métier du futur, ce sera formateur, un VR formateur, un VR trainer, comme on pourrait dire, qui sera capable d'utiliser pleinement ces outils et qui sera capable de les modifier de façon à s'adapter à des formations qui évoluent sans cesse. Parce qu'une des questions qui se posent dans l'industrie, c'est l'évolutivité de ces outils, dans le sens où des process, des lignes de production vont être robotisées. On sait que ça va très vite et on sait que du coup la formation doit être adaptée rapidement, efficacement à cette évolution rapide. Alors, je vous ai parlé de ce qui existait et des grands concepts finalement, hein, puisque certains d'entre vous sont habitués, sont déjà familiarisés avec à la fois la réalité virtuelle, les casques, les contenus, d'autres pas du tout. Mais qu'est-ce qui est nouveau? Alors, on pourrait dire que sur les 20 dernières années, on s'est vraiment intéressé à la question des interfaces. Il fallait être capable de faire de la visualisation 3D temps réel. Donc, première difficulté, le calcul 3D temps réel. Avec le jeu vidéo, les cartes graphiques ont considérablement évolué. Donc, les CPU, les GPU, les Graphic Process Unit, sont maintenant extrêmement performants, merci le jeu vidéo. Mais nous, en réalité virtuelle, ça nous aide énormément puisqu'on va pouvoir avoir un rendu de haut niveau. Les autres problèmes, c'était les capteurs, le tracking pour pouvoir capturer la position de l'utilisateur et en particulier la position de sa tête pour calculer la stéréoscopie. Alors la stéréoscopie, pour ceux qui ont l'habitude, hein, vous savez qu'on va traquer le point de vue de l'utilisateur, on va lui afficher les images œil droit, œil gauche, pour qu'il puisse voir en relief. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces techniques, vous avez très probablement utilisé la stéréoscopie dans les films 3D, sauf que la stéréoscopie au cinéma, elle est calculée pour tous, c'est-à-dire qu'elle n'est pas précise et elle peut être même très fatigante parce qu'elle est optimisée pour le centre de la salle de cinéma. Elle est optimisée pour que
le spectateur, quelle que soit sa position, puisse voir la stéréoscopie. Mais l'idéal, c'est d'avoir le tracking de votre point de vue, donc le fait que l'utilisateur ait un calcul de stéréoscopie pour lui et pour lui seul. Alors, toutes ces techniques, on va dire, ont très très bien évolué. Les casques sont maintenant extrêmement performants. Et ce qui va compter, c'est l'expérience. Cette expérience, ce n'est pas uniquement de l'image de synthèse, de la robotique, du tracking, de la création de contenu, mais ça va être une expérience qui fait appel à d'autres domaines qui sont les facteurs humains, la pédagogie, mais également les sciences cognitives et les connaissances, par exemple, sur le mal du simulateur, le cyber sickness, le fait qu'on est fatigué dans l'environnement virtuel. Donc, combien de temps on va pouvoir porter un masque, un casque? Combien de temps est-ce qu'on va pouvoir rester dans un cave? Est-ce que cela affecte notre expérience dans le monde réel? Et qu'est-ce que tout cela va avoir comme impact dans le futur? La deuxième chose pour la formation en environnement virtuel, c'est que quand on se forme, il est normal de faire des erreurs, c'est même nécessaire. On apprend par les erreurs et la théorie de Piaget dit bien que on commence par faire des essais et on apprend par essais-erreurs. Alors jusque-là, les premiers outils de formation, c'était par exemple les simulateurs de vol. Dans un simulateur de vol, on a des cas et on va se former sur ces cas. La difficulté, c'est qu'il y a de nombreux cas, il y en a des milliers quand on veut apprendre à un pilote à utiliser un nouvel avion. On sait très bien que il va se former en gros sur les cas les plus importants de plan de vol, mais également de panne. Mais bien évidemment, on ne peut pas avoir une vue exhaustive de toutes les situations. Donc permettre des erreurs, donner de la flexibilité, ne pas contraindre le formé à suivre une séquence rigide, ça c'est un enjeu important. Et enfin, le dernier enjeu, ce sont les retours sensoriels qui deviennent de plus en plus intéressants, avec par exemple la possibilité d'avoir un geste qui est compris par le système. Pourquoi pas un retour haptique, un retour qui permet de toucher les objets virtuels. Et alors, on va voir ici une petite vidéo, donc je vous ai mis le lien. Je ne sais pas si tout le monde va pouvoir visualiser la vidéo. Je vais la faire. Le lien a été partagé dans le chat pour tous les participants.
Alors, ce qui est intéressant dans ce type d'approche, c'est que on voit une nouvelle interaction qui nous permet de découvrir une maquette virtuelle. Cette maquette virtuelle est préexistante et à chaque fois que les utilisateurs vont avoir une interaction gestuelle, ils vont donc révéler, c'est-à-dire faire apparaître ces cubes prémodélisés. Donc derrière, c'est vraiment du calcul de collision entre la position de la manette, du capteur, et puis la position du cube virtuel. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce type de projet? Parce que ça pourrait être intéressant de découvrir une maquette CAO en ne montrant pas tout, en montrant seulement la partie intéressante. Et pourquoi pas en rajoutant du retour haptique ou du retour tactile de façon à appréhender vraiment avec tous nos sens, enfin en tout cas le sens visuel, haptique et sonore, ce type d'environnement. C'est-à-dire que la maquette, ça n'est pas seulement une maquette que l'on explore en 3D, mais c'est une maquette qu'on pourrait explorer aussi en la touchant, en la manipulant et en ayant des retours sensoriels. Donc je parlerai de ces retours sensoriels assez rapidement, mais je voudrais vous donner une idée, par exemple, du type d'expérience qu'on peut avoir qui font appel quand même à des notions qui sont beaucoup plus finalement complexes que ce qu'on pouvait imaginer faire autrefois avec la réalité virtuelle. L'exemple que je vous propose, c'est celui de la formation, par exemple, sur une nacelle d'éolienne. Vous êtes à des dizaines de mètres au-dessus de la terre ou au-dessus de la mer. Et même si vous savez faire la maintenance de l'éolienne, vous pouvez ressentir un vertige, vous pouvez ressentir le mouvement de la nacelle, la peur aussi finalement d'une tempête si vous êtes en pleine mer et le bruit des vagues. Cette perception de profondeur, elle est très très impactante. Donc former quelqu'un en le mettant en situation, c'est extrêmement important. On sent que dans ce type de formation, le transfert du réel au virtuel va être beaucoup plus rapide parce qu'on aura pris en compte non seulement la partie technique, mais également l'environnement réel et peut-être les risques. Alors dans l'image du bas, c'est une formation plus, on va dire, militaire, où on va former des gens à se poser sur un porte-avions et on va pouvoir demander on va dire, aux formés de prendre en compte également toute la situation, tout l'environnement, et il sera formé avec des agents artificiels qui sont représentés, comme on voit ici sur le porte-avions, par un personnage virtuel animé, qu'on appelle des agents conversationnels. Alors, ces formations, elles existent depuis un certain temps. En général, comment est-ce qu'on va procéder pour réaliser un outil de formation? On va d'abord analyser, par exemple, la fabrication. Donc là, je vous montre un exemple qui a été fait par mon équipe pour une usine qui fabrique des pneumatiques. Il a fallu d'abord réunir l'équipe de production et les formateurs et leur demander quelles étaient les tâches les plus importantes qu'il fallait représenter, puisqu'on n'a pas la possibilité de tout représenter dans l'environnement virtuel, pour des questions de coût essentiellement. Et une des choses qui nous ont frappé, c'est que il était important de rester aussi dans le réel. Donc dans la formation, il y a cet environnement virtuel qui ressemble vraiment à un jeu vidéo. On voit un agent se déplacer, manipuler, donc on peut commenter, on peut découvrir le système, on peut aussi générer des pannes, on peut proposer des séquences avec des pannes à résoudre, à identifier, ou on peut donner des pannes, on va dire, aléatoires. Nous avons réalisé un pupitre de commande virtualisé, c'est-à-dire qu'il y avait le pupitre réel
Et ce pupitre réel permettait d'aller dans le simulateur. Et enfin, nous avons conservé ce que nous appelons les bancs physiques, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie machine à côté du simulateur. Et l'école de formation en réalité virtuelle avait été aménagée au centre de l'usine pour ne pas couper les opérateurs de l'environnement réel. Donc toujours un lien avec le réel, une formation qui se fait tantôt sur le simulateur, tantôt sur la machine réelle dès le début. Ne pas rester entièrement dans l'environnement virtuel. Alors, pour aller plus loin sur les erreurs, on s'est penché sur des environnements dits adaptatifs. Alors, ces environnements prennent en compte le fait que l'apprenant peut être novice ou expert. Et ce ne sont pas du tout les mêmes formations qu'il faut dispenser. Alors, dans l'exemple que je vous propose, il s'agit de former un pilote à la conduite d'une péniche. Habituellement, lorsque l'on conduit une péniche, on ne peut pas vraiment le faire à l'échelle 1. Et puis, les erreurs, c'est extrêmement grave, c'est-à-dire que si vous prenez la pile de pont, voilà, vous détruisez la péniche, c'est très dangereux. Une péniche, elle freine sur 10 km. Donc, quand on fait une toute petite erreur de trajectoire, on met assez longtemps finalement à corriger l'erreur. Alors, l'environnement adaptatif qui a été créé ici en collaboration avec le CETMEF, le centre technique qui s'intéresse à tout ce qui est maritime et fluvial. Ce centre d'études nous a donné déjà de nombreux éléments. Alors, il y avait déjà eu un premier projet qui prenait en compte une simulation à base de mécanique des fluides. Simplement, cette simulation à base de mécanique des fluides ne suffisait pas pour avoir un outil pédagogique. En effet, si les calculs sont précis, si les courants sont calculés de façon exacte, l'opérateur, lui, ne comprend pas, le pilote ne comprend pas ce qui se passe. Il n'a pas les sensations qui vont lui faire comprendre qu'il y a par exemple un courant très fort qui va empêcher finalement la péniche d'avancer dans la bonne direction. Donc ce qu'il a fallu, c'est une couche pédagogique intermédiaire et l'affichage d'annotations, de feedback adaptatif. Donc vous voyez par exemple des annotations, on entoure ici le code de la navigation, donc des panneaux qui permettent de comprendre de quel côté est-ce qu'il faut se positionner pour passer le pont. On a imaginé aussi ce qu'on appelle une métaphore de visualisation ici, c'est-à-dire une sorte d'autoroute virtuelle pour la péniche. Et puis on a calculé une anticipation de la trajectoire, un peu comme si on avait un GPS, avec ici une zone en bleu qui montre que la navigation pendant quelques instants va être dans une bonne direction, mais qu'attention, si on continue en gardant cet angle, on risque d'avoir des problèmes et on risque d'aller dans une mauvaise zone, c'est-à-dire peut-être être trop près des piles de pont et risquer un accident. Alors, ce qui est intéressant dans ce type d'environnement virtuel, c'est qu'il fonctionne vraiment de façon à s'adapter à l'apprenant, lui fournir les feedbacks au bon moment et au bon endroit. C'est pour cela qu'on parle d'expérience et que l'on parle d'adaptation. Alors bien sûr, derrière, il y a un module de décision. Dans ce cas, le module de décision était basé sur des fonctions de croyance. Donc on a interrogé des pilotes, on a interrogé des formateurs et on a travaillé sur une modélisation qui est connue en intelligence artificielle, qui est à base donc, de fonctions de croyance. On a établi un réseau évidentiel et ce module de décision permet de générer les feedbacks au bon moment. Alors, pour illustrer cette décision, vous voyez en bas à gauche un apprenant novice. On va lui indiquer quelle est la meilleure route. On va lui mettre en rouge les zones qui sont dangereuses. Et puis, par contre, si l'apprenant
est expérimenté. Cette fois, on va lui compliquer la tâche. On va lui mettre des courants, des petites vagues, une météo qui sera défavorable et pourquoi pas un tronc d'arbre ici que vous voyez en tout petit. Donc des dangers, des obstacles. C'est-à-dire qu'on va complexifier la navigation au fur et à mesure de la navigation et ceci de façon totalement, on va dire, adaptée à la session de formation. Alors comment ça se passe? C'est un formateur qui peut générer ces événements. Le formateur peut être à côté du pilote novice durant sa formation, mais on peut imaginer aussi des systèmes automatiques, des systèmes intelligents qui gèrent ce type de formation. Alors, quel système on utilise pour former? Donc ça, c'est une plateforme assez classique avec ici un panneau de visualisation. Donc ça peut être un mur d'image, ça peut être un cave, donc salle immersive, ça peut être un casque, ça peut être toutes sortes de dispositifs de visualisation. Vous voyez que l'utilisateur ici porte des lunettes de stéréoscopie et qu'il a des petites sphères réfléchissantes pour pouvoir capturer la position de sa tête. On a ici gardé le panneau de contrôle réel, c'est-à-dire qu'on ne prive pas l'apprenant des systèmes réels qu'il va utiliser. Il a son gouvernail et il a les moyens de contrôler sa navigation. On a même mis un capteur de pouls cardiaque pour voir s'il était stressé. Et dans le modèle que vous voyez ici, on voit le moteur physique qui va pouvoir envoyer les informations à l'environnement virtuel. Les événements qui vont être générés vont aller dans le modèle de décision qui va les retransmettre dans l'environnement virtuel. Et puis ici, on a toutes les données, tous les inputs sur ce que fait l'utilisateur, ses gestes, son regard, peut-être son niveau, peut-être qu'il a déjà eu 2 ou 3 sessions de formation et qu'il est à un stade déjà avancé ou bien au contraire, il est à un niveau de débutant. Alors, juste pour ceux que cela intéresse, comment ça marche? Voilà ce que c'est qu'un réseau évidentiel avec des fonctions de croyances conditionnelles, des inférences et puis la génération de feedback qui vont permettre d'atteindre la partie plutôt interface. Donc ça, c'est un projet de recherche qui a été fait avec la thèse de Loïc Fricotto. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si ça vous intéresse, c'est en ligne, les publications sont en ligne. Alors, on peut rajouter pour capturer l'état de l'utilisateur, aujourd'hui, on dispose dans les casques de eye tracking, la capture du regard. On peut capturer toutes sortes de choses comme les gestes, le rythme cardiaque, et tout cela informe sur l'état finalement peut-être émotionnel aussi de l'apprenant. Parce que s'il est stressé, il va faire des erreurs, mais au fond, ça n'est pas parce qu'il n'a pas bien compris, mais c'est parce qu'il est stressé. Et on sait bien que quand on est dans une situation à risque, eh bien le stress est important et il faut aussi le prendre en compte. Alors, l'autre projet que je voulais vous présenter, c'est le projet de formation aux gestes techniques. Donc, ce geste technique, alors j'ai aussi une vidéo. Donc, dans cette vidéo, on voit la formation pour la fabrication à la fabrication de culasses en aluminium en usine. Donc, ça a été fait avec Montupé et la société Reviatech. Quand on forme à la fabrication, on va former en particulier au nettoyage d'un moule. Ce moule est un moule extrêmement important parce que s'il est mal nettoyé, la culasse en aluminium, qui est quand même un élément très important pour la fabrication automobile, eh bien la culasse va se fendre et c'est un élément extrêmement coûteux
à fabriquer. Donc, il va falloir former de façon à ce que le geste soit le plus précis, mais en même temps, nous avons tous des corps différents, des bras, des dynamiques gestuelles différentes, et ce serait difficile de former tous les opérateurs de la même façon. Donc, on va leur donner plutôt un retour sur le geste qu'ils font. Donc, pour cela, nous avons enregistré un geste expert. On a demandé à un opérateur de plutôt montrer quel serait le geste le plus intéressant. Et vous voyez peut-être sur cette vidéo une petite indication, c'est-à-dire que cette sphère bleue avec des petites particules blanches informe sur l'erreur qui a été réalisée durant la gestuelle. Donc, au lieu de donner des formations extrêmement, on va dire, rigides, la même formation pour tout le monde, la formation à quelque chose de, on va dire, de très organisé dans le sens où on a des phases de formation. Là, on va donner plutôt la possibilité d'aller dans quelque chose d'assez libre, d'assez flexible, mais on donne un retour sur l'erreur et l'apprenant va réguler son geste de lui-même. Donc c'est un peu ce qu'on appelle un GPS du geste. On va vous donner un indicateur sur la qualité de votre geste et vous permettre de mémoriser votre gestuelle peu à peu. Voilà, donc ça c'était le projet Kiva. Et il a été testé, il a été ensuite montré aux formateurs qui ont trouvé que c'était assez intéressant. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'en met pas. Voilà. Et donc, on a utilisé pour cela un outil réel. Donc, vous voyez ici la soufflette qui a été équipée de façon à ce que l'opérateur puisse avoir le vrai outil avec une capture de son geste, mais en utilisant l'outil réel. Et vous voyez ici la trace du geste qu'il a fallu réaliser dans ce moule. Voilà, donc je passe sur la validation. Et enfin, alors on travaille aussi sur de la formation au pilotage de drones à distance en connectant la salle immersive et la volière à drone, hein, l'arène à drone, de façon à former un pilote à distance et à lui donner des aides pendant qu'il manipule un drone réel de façon à faire des planifications de vol en ayant quelque chose qui est beaucoup plus intuitif qu'une petite manette et une vision déportée. Parce que souvent, quand on a un drone qui se déplace dans un environnement, qu'il soit fermé ou extérieur, on a une visualisation qui est un petit peu faussée. Voilà, donc je termine en balayant quand même toutes ces disciplines, hein, le domaine des feedbacks sensoriels, donc les retours visuels, sonores, haptiques, qui vont renforcer l'expérience utilisateur, la visualisation temps réel, l'intelligence artificielle qui arrive, la représentation des connaissances, peut-être de la robotique, pourquoi pas des data, hein, la science des données va aussi être intégrée dans les outils de formation, et puis les outils basés sur la simulation, mais encore une fois, la formation, ce n'est pas de la simulation, c'est vraiment des outils qui sont adaptés à l'utilisateur. Et alors, je voudrais vous signaler qu'en ce moment, dans le salon Laval Virtual, qui a lieu maintenant, il a commencé hier matin, il a lieu sur une plateforme 3D que vous pouvez visiter. Vous pouvez choisir votre avatar et aller gratuitement dans le monde virtuel. Et l'ancienne Association française de réalité virtuelle, dont j'ai eu l'honneur d'être présidente durant de nombreuses années, est devenue l'AFXR, hein, X pour Mixed Reality. La XR maintenant englobe la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. Et donc, nous organisons un meet-up vendredi matin. Et, rejoignez-nous dans ce meet-up si vous voulez rencontrer la communauté.
Voilà, j'ai terminé et je serai ravie d'entendre vos questions. Merci Madame Touvenin pour cette excellente présentation. Tout de suite, nous allons passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Madame Touvenin. Est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir être utile pour la réalité virtuelle? Alors, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, la réalité virtuelle, c'est on va dire, une grande avancée qu'on va avoir. On a ce qu'on appelle des environnements virtuels intelligents. Alors, vous la connaissez en fait, l'application, parce que dans le jeu vidéo, on a partout de l'intelligence artificielle. On a quand on fait un game design, on a d'abord une sorte de squelette justement sur les comportements des agents qui vont agir dans le jeu vidéo. Et on a déjà alors des systèmes multi-agents, on a toutes sortes de modèles d'intelligence artificielle qui vont permettre d'avoir une scénarisation. Alors ma collègue Domitille Lourdeau travaille sur la scénarisation adaptative, c'est-à-dire que, encore une fois, pour la formation, c'est pas comme un jeu. On va être dans des applications professionnelles sur lesquelles on n'a pas forcément tout le scénario et il faut pouvoir s'adapter justement aux erreurs, aux changements, etc. Donc, Domitille Lourdeau travaille sur l'évolution des scénarios. Et moi, je travaille sur des environnements virtuels intelligents dans le sens où je vais intégrer les données, donc ce que je vous ai présenté dans OSE, hein, le projet sur le pilotage de péniche. On intègre le comportement de l'utilisateur. On va pouvoir aussi récolter des données. Donc, toutes les data sciences, finalement, vont pouvoir être intégrées dans les environnements virtuels parce que quelque part, on va pouvoir calculer quels sont les meilleurs feedbacks, les meilleurs scénarios, le moyen de créer des scénarios pédagogiques les plus intéressants possibles. Et puis, on va aller vers des environnements virtuels de plus en plus complexes, de plus en plus adaptatifs, qui prendront en compte aussi les réactions en temps réel de l'utilisateur. Donc oui, c'est une piste vraiment importante. Merci Madame pour cette réponse. Question suivante. Quels sont les liens avec la robotique? Alors merci Djibril, encore une fois, effectivement, pour cette question. Alors la robotique est liée à l'ARV depuis le début, dans le sens où vous avez des bras robotiques, les systèmes dits haptiques, hein, ça vient de apestai en grec, qui veut dire toucher, manipuler. Donc un bras robotique, qu'est-ce qu'il fait? Il va permettre à l'utilisateur de manipuler en téléopération des zones sensibles. Alors par exemple, vous êtes dans un réacteur nucléaire, vous allez manipuler des pièces radioactives avec de la téléopération, c'est ce que fait le CEA et c'est ce que font des sociétés pour faire de la maintenance. Donc pour cela, il faut quand même que vous ayez un retour sur ce que vous manipulez et que vous ayez cette sensation de toucher l'objet virtuel. Mais ça peut aller plus loin parce que la robotique permet aussi à des chirurgiens, par exemple, hein, de comprendre ce qu'ils font en réalité virtuelle avec ce retour haptique. Et on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire faire de la maintenance virtuelle avec des systèmes qui vont permettre de ressentir vraiment les efforts, la dureté d'un objet. Alors, on a maintenant un lien très fort avec la robotique, avec le dernier projet que je vous ai montré, puisqu'on connecte les plateformes réelles robotiques avec les plateformes de réalité virtuelle. C'est un peu pour ça qu'on parle de réalité mixte aussi, hein. C'est tout ce continuum finalement qui apparaît. On n'est pas seulement dans le numérique, on est aussi dans les systèmes. Et quelque part, il y a quelque chose d'intuitif qui apparaît pour opérer le système robotique. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci Madame. Question suivante. On a plein de questions. Est-ce que les entreprises créent leur formation virtuelle elles-mêmes pour leurs employés
ou existe-t-il des sociétés qui proposent ce service? Si oui, avez-vous des noms? Alors oui, il y a des sociétés qui proposent ces services et qui proposent une flexibilité. Moi, je travaille beaucoup avec Reviatech, qui a créé un outil qui s'appelle Revia, qui va être bientôt proposé d'ailleurs pour que le formateur puisse intégrer lui-même ses propres contenus, parce que effectivement, certaines formations vont pouvoir être réalisées par les sociétés. Donc, les formateurs peuvent utiliser des outils on va dire, prédéfinis, un peu comme vous utilisez la CAO, finalement, vous avez des configurations existantes. Mais dès que ça devient un petit peu plus sophistiqué, imaginons par exemple que vous ayez un câble flexible. Typiquement, le câble flexible, c'est quelque chose de difficile à modéliser. Ensuite, vous avez besoin de faire une opération qui est un peu particulière, qui n'existe pas dans le toolkit de formation. Donc, il va falloir faire appel à des sociétés. Alors, dans tout ce qui est immersive training, je dirais que je ne peux pas citer le nombre de sociétés qui réalisent des formations par la réalité virtuelle, mais c'est une véritable explosion. C'est une véritable explosion. Il en existe énormément et elles se spécialisent. C'est-à-dire certaines vont être spécialisées dans le manufacturing, d'autres vont se spécialiser sur des aspects plus peut-être formation à des questions RH ou des questions de management ou des questions, par exemple, sur des comportements humains spécifiques pour la sécurité. Donc voilà, chaque société va avoir son objectif et effectivement, cela devient de plus en plus accessible. Eh bien, question suivante. Avez-vous mené des travaux dans des domaines présentant des risques pour les travailleurs, tels que le démantèlement dans le domaine nucléaire, démontage d'équipements contaminés et irradiants? Alors ça, c'est une question qui est souvent revenue. On a souvent été contactés et effectivement, avec mon équipe et puis ma collègue Domitille Lourdeau au laboratoire Eudiasic, la réponse est oui. Le travail sur le risque est très très présent dans les environnements virtuels de formation. Donc il y a plusieurs aspects. Il y a les risques qui vont être liés à des situations critiques sur des sites Céveso. Il y a même eu des projets européens avec des niveaux de risques différents sur ces sites. Donc les risques, ça peut être l'accident, mais ça peut être aussi manager l'accident, ça peut être aussi organiser les équipes, comme je vous le disais, hein, plutôt à un niveau organisationnel. Ça peut être des conduites, on va dire, des bonnes pratiques par rapport à des process où il y a des risques. Donc, c'est extrêmement large et la réponse est oui. On a travaillé dessus et on a déjà quelques projets. Donc, je dirais que le management du risque, c'est vraiment beaucoup plus ma collègue. Mais on travaille ensemble sur plusieurs projets. Et effectivement, ça fait partie des formations importantes. Merci pour cette réponse. Question suivante. Est-ce qu'on pense que la réalité virtuelle va influencer le cerveau humain, la pensée, comme l'ont fait d'autres outils? Ah, merci beaucoup pour cette question. Oui, le cerveau est plastique. Il y a des travaux qui montrent que nous sommes déjà influencés effectivement par les technologies qui modifient notre rapport à l'outil. Hein. C'est toute la théorie l'homme et l'outil, le roi Gouan, etc. Alors la réalité virtuelle, les derniers travaux montrent que nous rentrons beaucoup plus facilement aujourd'hui dans les environnements virtuels. Nous avons une sorte de facilité, hein, on s'est adapté à ces systèmes. L'exemple, par exemple, de la souris montre aussi que hein, quand j'utilise ma souris, vous voyez elle est limitée. J'ai un feedback là j'ai une petite flèche qui va tout en haut.
de l'écran, mais je sais, moi, cognitivement, que ma souris est allée au-delà. J'ai été plus loin que cette limite. Et ça, on le sait, donc on sait tous utiliser notre souris et on sait tous que si je suis allée plus loin, ben, je reviens et je me repositionne. Ça, on l'observe par exemple dans les environnements haptiques où on a le feedback visuel et puis on perd le feedback haptique. Donc, on fait une petite manipulation pour toucher l'objet virtuel à nouveau. Et ça, on s'en est rendu compte finalement. On acquiert des mécanismes, on s'adapte, on apprend. L'autre chose, c'est que le cerveau va être probablement impacté par le fait qu'on entre avec son corps aussi dans l'environnement virtuel et que l'on va accepter de plus en plus on va dire, de la suppléance perceptive, c'est-à-dire qu'on va remplacer un sens par un autre. Donc là, nous, on travaille par exemple sur un agent qui va toucher un humain. L'agent virtuel, il va être dans la salle immersive, donc c'est un humain virtuel que vous pouvez traverser, de même que vous pouvez traverser, puisque c'est transparent tout ça, on traverse le pupitre de contrôle dans l'usine virtuelle. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que quand même, les visiteurs dans la salle immersive, ils font le tour. Ils ne traversent pas les murs, ils ne traversent pas le panneau de contrôle. Pourquoi? Parce ils se sont habitués à cet environnement virtuel. Le cerveau a pris en compte l'espace, la mesure de l'espace virtuel. On ne traverse pas l'avatar parce qu'on se dit quand même, c'est pas très sympa de traverser un être humain virtuel. Donc, tout ça, je pense que oui, le cerveau acquiert une sorte de compréhension et s'adapte très très vite aux environnements virtuels. Merci, madame. Je vais prendre une dernière question. Est-ce qu'il est envisagé l'usage de la réalité virtuelle dans le milieu scolaire? Oui, merci pour cette question. Il y a déjà eu des expériences. Alors, dans le milieu scolaire, il y a déjà la classe virtuelle avec la possibilité d'être ensemble dans une classe virtuelle avec ses avatars. Donc, c'est un peu l'expérience qu'on aura à Laval Virtual si vous allez dans le monde virtuel et que vous prenez un avatar, ou c'est ce qu'on avait dans Second Life. Donc, chacun est représenté et interagit avec les autres. L'autre expérience, c'est ce qui se fait de plus en plus, mais cette fois au niveau plutôt lycée ou université, ce sont les TP virtuels. Donc les TP virtuels permettent de manipuler des produits toxiques en chimie, de rentrer dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, de créer vraiment toutes sortes d'expériences virtuelles. Oui, c'est vraiment quelque chose qui va se développer. Merci, madame Touvenin. Il est temps de conclure. C'est la fin de votre webinar, la réalité virtuelle au service de la formation technique. Merci beaucoup à notre intervenante, madame Indira Touvenin. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinar d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinar. Merci beaucoup, Gibril, pour cet accompagnement très agréable et très efficace. Et prenez soin de vous et merci à tous d'avoir suivi cette présentation. Merci, madame. À bientôt. Au revoir. À bientôt.